Vous avez effectivement suivi que ce gouvernement, qui ne vous a pas beaucoup habitué au Conseil extraordinaire des ministres depuis 6 ans, s'est réuni hier en session extraordinaire. Et comme cela a été indiqué, la séance a été élargie au haut commandement militaire. Actualité sécuritaire oblige, parce que chacun sait, en suivant l'actualité ici et là, que nos frontières nord, depuis quelque temps, ont fait l'objet de quelques incursions de la part de personnes aux visées abjectes, lesquelles incursions ont eu l'effet, ces 4 derniers jours, de provoquer à l'intérieur du parc W, notamment dans la zone du Point Triple, ainsi qu'il a été indiqué, des morts, civils notamment, 8 au total, et 1 agent des forces armées béninoises. Ce qui fait que, en termes de bilan humain, nous avons déploré 9 morts et 3 véhicules qui ont sauté sur des engins explosifs improvisés, comme on les appelle, c'est-à-dire des mines artisanales. Cela a donc justifié que, sous la houlette du chef de l'État, le Conseil des ministres se tienne pour apprécier la situation, évaluer le dispositif qui est en place depuis au moins 2 ans, un dispositif de prévention le long de notre frontière d'est en ouest. Donc le Conseil d'hier, avec les éclairages que le haut commandement militaire a apportés, a évalué cette situation, sachant par ailleurs que depuis quelque temps maintenant, de nouvelles commandes d'équipements de pointe ont été faites et que nous attendons, suivant les délais de livraison, que ces équipements arrivent pour renforcer notre dispositif et permettre à nos forces armées béninoises d'être davantage opérationnelles. Ce qui est rassurant, et il faut le souligner de plusieurs traits, c'est que, comme le compte-rendu l'a indiqué hier, nos positions le long de nos frontières d'est en ouest sont restées infranchissables. Chaque fois que les assaillants ont essayé de s'en prendre à ces positions, ils ont dû rebrousser chemin. C'est dire donc que la situation particulière du Point Triple va également faire l'objet d'un traitement spécifique, comme cela a été annoncé, et que nous avons bon espoir qu'avec la détermination, l'engagement de nos forces armées béninoises, lesquelles valeurs ont été réitérées hier, notre pays continuera d'être un havre de sécurité et de paix pour que les actions de développement entreprises continuent à se mener afin que les progrès enregistrés, nous les capitalisions, que nous les renforcions et qu'au fil des années, nous puissions effectivement approcher les standards les plus élevés en matière de bien-être des populations. Maintenant, une note plus heureuse. Je voudrais vous dire ici que l'exposition de nos trésors royaux, couplée en même temps d'œuvres d'art contemporain, est sur le point de démarrer. La semaine prochaine, donc dans 1 semaine précisément, cette exposition va s'ouvrir. Tous les préparatifs ont été rondement menés. Nous sommes prêts et j'ai le bonheur donc de vous annoncer, et à travers vous, à l'ensemble de nos concitoyens ainsi qu'aux étrangers, chez nous ou qui viendraient d'ailleurs, leur dire que cette exposition, elle va effectivement démarrer le 19 prochain, mais elle va être ouverte formellement au public à partir du 20 février. Et à cet effet, il faut déjà retenir qu'il sera possible de visiter les œuvres. Et à l'occasion, vous apprécierez la profondeur du génie de nos artistes d'hier comme d'aujourd'hui. Il sera possible donc de visiter ces œuvres les jeudis et vendredis de 15h à 18h30, les samedis et dimanches de 10h à 18h30, et puis pour les noctambules, il va y avoir une session mensuelle nocturne, notamment le dernier samedi du mois, de 19h à 22h. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter le moment à ceux qui viendront apprécier ces œuvres, apprécier le travail de nos artistes
encore une fois, d'hier et d'aujourd'hui, parce que vous savez que le gouvernement a fait fort d'organiser cette exposition dans le but de faire un lien entre le passé et le présent, afin que nos artistes contemporains, qui ne sont pas moins valeureux que ceux dont les œuvres nous ont été restituées, soient également mis à l'affiche. Enfin, sur une note encore plus heureuse, certains d'entre vous m'ont interpellé ces temps-ci sur qu'en est-il des travaux du comité chargé d'étudier les conditions de revalorisation du pouvoir d'achat. J'entends par là revalorisation des salaires, notamment dans le public et puis évidemment dans le privé. À cet effet, j'aimerais vous dire que les travaux évoluent très bien, puisque mercredi dernier, le chef de l'État a demandé à ce comité de faire un point d'étape au Conseil, lequel point d'étape permet de se rendre compte que le comité est effectivement à pied d'œuvre. Il y a des pistes qui commencent à s'entrevoir et le comité va poursuivre son travail afin que, dès que tout est réglé, le gouvernement entre en discussion avec ses partenaires sociaux pour leur présenter ses options et après cela, les indications seront faites sur ce qui est retenu, quand est-ce que ça démarre et je pense que chacun y trouvera son compte, aussi bien l'État que les travailleurs en général. Je me prête à présent à vos préoccupations, si vous en avez, liées à ces sujets-là et à d'autres, pourvu que cela concerne l'activité du gouvernement. Merci pour l'attention. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour renforcer le dispositif déjà en place et aussi une mesure de réaction plus efficace que ce qui est là actuellement? Le dispositif en place a depuis lors été renforcé. Ce dont nous parlons maintenant, c'est de nouvelles mesures à travers de nouvelles acquisitions, notamment d'équipements plus perfectionnés encore que ce que nous avons actuellement, afin que les équipes sur le terrain aient tout ce dont elles ont besoin, au-delà des hommes, mais en matière d'équipement, en matière de logistique. Et puis, il faut nuancer un peu le propos, parce que quand on apprend qu'il y a eu un mort ici, chacun tout de suite conclut qu'il y a eu une attaque. D'accord, c'est l'œuvre de djihadistes, mais ce ne sont pas toujours des attaques. Les cas où il y a eu des attaques, on vous l'a dit, c'est quand ils ont essayé de s'en prendre justement au dispositif que nous avons en place, le tester, voir si nous étions en capacité de répondre. Et chaque fois, cela s'est soldé par un échec pour eux parce qu'ils ont dû rebrousser chemin. Les derniers cas que nous déplorons, il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu d'affrontement direct. Ce sont des engins explosifs improvisés, comme on dit, des mines artisanales que ces personnes ont réussi à poser. Vous connaissez le W, vous savez qu'on est en pleine brousse. Donc, dès lors qu'il y a un espace où ils savent que nous sommes en territoire ou béninois, ou burkinabé, ou nigérien, mais qu'il n'y a pas de présence manifeste pour eux, ils essayent donc de poser ces engins. Et puis, si vous passez là-dessus, vous ne savez pas a priori qu'il y a un tel engin là. Vous pouvez, dès que vos véhicules passent dessus, ils déclenchent le mécanisme et c'est ce qui provoque l'explosion. Donc, de ce point de vue-là aussi, il y a forcément dans les commandes que nous avons faites matière à avoir désormais de l'équipement pour mieux traiter ce genre d'épreuves. Concernant les mines dont vous parlez, est-ce que c'est parce que le Bénin n'a pas le matériel pour détecter que ça fait ces dégâts-là? Pourquoi il y a eu un conseil extraordinaire? Est-ce que c'est parce que, bon, certains se demandent si c'est parce qu'il y a eu un expatrié qui est tombé? Madame, les mines conventionnelles ne sont pas les mines artisanales. Donc, vous avez besoin parfois de matériel spécifique pour le faire. Or, ce genre d'activité est récent dans notre contexte sécuritaire, militaire. Si vous faites la guerre conventionnelle, les États ou les armées ont des types de mines qu'ils peuvent utiliser. Ce n'est pas le cas de ceux-ci. Et dans tous les cas, j'ai dit, c'est désormais là aussi une matière qui est en cours de traitement et qui, avec les temps à venir, va être traitée avec davantage d'efficacité. Le conseil extraordinaire, je vous ai dit, ce n'est pas parce qu'il y aurait eu un expatrié décédé. Vous avez relu le conseil. Le chef de l'État a dit que toutes les vies comptent. Toutes les vies comptent. Madame, on ne va pas faire de polémique inopportune autour de cette question. Le gouvernement est à pied d'œuvre.
le rôle du gouvernement et son ambition, c'est de continuer à garantir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, aussi bien aux Béninois qu'aux expatriés qui vivent chez nous. Nous déplorons les morts qui sont survenus. Nous saluons leur mémoire, mais toutes les vies se valent. Et s'il y a eu conseil extraordinaire, c'est plus à cause du sujet que du fait de ce que vous avez évoqué comme raison. Quand on parle de renforcement ou du dispositif sécuritaire, on parle du capital humain. Il faut recruter, bien évidemment. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe autour du recrutement, que ce soit du côté militaire, que ce soit du côté de la police républicaine. Les gens presque sont réticents. Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises pour que l'arsenal sécuritaire soit plus renforcé? Nous avons projeté qu'il y aurait de nouveaux recrutements pour renforcer encore plus ce capital. Et observez bien que ce n'est pas maintenant qu'on a annoncé ces recrutements. C'est déjà dans le programme de campagne du président Patrice Talon à l'occasion de la présidentielle. Donc, voyez-vous, bien avant même la survenue des événements de ces derniers jours, nous sommes cohérents. Et justement, sans même attendre ces événements-là, le gouvernement a lancé déjà la phase des recrutements. Maintenant, vous dites, vous voulez bien qu'on renforce le capital, mais vous observez, d'après vous, ou vous considérez que nos compatriotes seraient réticents à s'engager dans l'armée ou la police républicaine. Je suis convaincu que vous n'avez pas de chiffres qui justifient ou qui prouvent ce que vous dites. Les chiffres que nous, on a indiquent très bien, s'agissant du recrutement dans l'armée, que les inscrits sont largement au-dessus des besoins exprimés. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un désintérêt. S'agissant maintenant de la police républicaine, vous avez certainement tiré prétexte de certains tests qui ont circulé, j'ai vu, sur les réseaux sociaux. Mais il faut savoir là que, entre le moment de la signature du communiqué qui lance l'avis et le moment de sa diffusion, il y a eu un gap de quelques jours que la police essaye de rattraper en fait en prolongeant de fait pour ne pas que des gens qui veulent bien postuler se retrouvent fort clos alors même que le communiqué n'aura pas été diffusé pour le nombre de jours prévus. C'est pour ça qu'il y a cette action de sensibilisation qu'un partenaire de la police républicaine a proposé et s'est mis à exécuter, et la police républicaine, évidemment, lui a apporté son soutien. Donc, les chiffres que nous avons montrent plutôt que nos compatriotes ont de l'intérêt pour la question. Et aujourd'hui même, on devrait, à supposer qu'il y ait de la réticence, le patriotisme, l'envie de porter la cause de son pays, de sa patrie, devrait nous amener plutôt à sensibiliser ceux d'entre nous qui sont en capacité de s'engager à le faire, sans réfléchir pas deux fois. C'est ainsi que ça se passe ailleurs et c'est ainsi qu'on construit une nation solide, une nation résiliente. Donc rassurez-vous, chers messieurs, nos jeunes compatriotes, nos jeunes frères, nos enfants sont en train de s'engager. Et quand les concours vont s'organiser, vous verrez très bien quel engouement il y a eu de par le pays pour la cause de la police républicaine autant que pour la cause de l'armée béninoise. Qu'est-ce qui est fait pour que ce qui est arrivé il y a quelques jours dans le parc W n'arrive plus? Vu qu'on sait qu'en 2019, très tôt, l'Occident a fait de qualifier le Bénin de zone rouge. D'abord, on n'a pas classé le Bénin comme un pays aux zones rouges. Certaines localités le long de la frontière, d'est en ouest au nord, ont pu être inscrites dans le registre des zones rouges. Et d'ailleurs, le Bénin lui-même avait déjà, compte tenu des éléments de renseignement à sa disposition, considéré que ces zones devraient faire l'objet d'une attention accrue. Et puis, madame, ce que nous avons fait, justement, c'est depuis au moins 2 ans de prévenir, de mettre un dispositif en place, des hommes, de la logistique. Nous n'avons donc pas attendu ces événements pour commander du matériel, madame. Par contre, vous imaginez bien que quand on envoyait des hommes en stationnement là-bas pour prévenir, faire tampon entre nos frontières, les populations et les terroristes, on ne les a pas envoyés les mains nues. Et puis, ils ne vont pas au front la fleur au bout du fusil non plus. Il y a des équipements. Maintenant, nous avons été testés. Le dispositif a connu des incursions
cela permet aussi d'apprécier le mode opératoire de l'ennemi, de savoir de quel type d'armes il dispose. Et si éventuellement vous n'aviez pas de quoi répondre efficacement face à ce genre d'équipement en face, vous trouvez le moyen de vous renforcer. Et puis en discutant avec les uns et les autres, ceux qui ont connu cette expérience, nous avons obtenu des renseignements qui permettent aussi d'optimiser sur la qualité des équipements que nous mettons à disposition. Et puis, que fait le Bénin? Le Bénin n'a même pas attendu de connaître ces incursions avant de prendre des initiatives dans ce sens. Vous devez vous souvenir que le président Patrice Talon, le premier, avait invité même les pays de la sous-région à ce qu'ils fassent l'effort par eux-mêmes de mettre en place des fonds assez suffisants pour faire face au phénomène en attendant l'appui de l'étranger. Donc le Bénin va continuer à discuter avec ses partenaires, aussi bien de la sous-région que d'ailleurs. Et à cet effet, je peux vous dire que nous ne sommes pas seuls. Le Bénin n'est pas seul. Dans cette affaire-là, nous avons le soutien de l'Union européenne, de la France, des États-Unis et d'autres. Comme nous discutons avec les pays de la sous-région parce qu'il s'agit en l'espèce de mutualiser les moyens. Vous avez bien vu que c'est un phénomène transfrontalier. Aucun pays à lui tout seul ne peut envisager d'y faire face efficacement, sachant que tant qu'il n'est pas réglé ailleurs, il peut toujours se reproduire chez d'autres. Et donc, c'est une cause commune. Donc, il y a eu 2 explosions d'IED cette semaine. Sait-on qui a posé ces IED? Il y a eu d'autres incidents de ce type. Les incidents de ce type se sont multipliés depuis fin novembre. Globalement, qui sont derrière ces attaques? Est-ce que ça, on le sait? On parle d'ennemis. L'ennemi est-il précisé? S'agit-il de groupes djihadistes? Si oui, lesquels sévissent dans la région? Et j'aimerais savoir aussi, selon vous, selon le gouvernement, quel est le niveau de la menace sécuritaire aujourd'hui pour la population? Si vous avez fait attention au compte-rendu du Conseil des ministres, nous avions déjà indiqué que cette zone, particulièrement du Point Triple, en raison d'activités terroristes qui s'y observent, est considérée comme une zone critique. Maintenant, quels sont les groupes ou quel est le groupe actif là? Vous imaginez bien que le gouvernement ne saurait vous renseigner sur la nature ou l'identité de ces groupes. Il n'y a pas de revendication, donc aujourd'hui, personne ne dirait précisément qui c'est. Seulement, on sait très bien, au regard du mode opératoire, on sait très bien que c'est des individus, pour le moment non identifiés, parce que dans cette zone précisément, il n'y a pas eu de prise pour savoir de qui ils relèvent, de quoi relève leur activité, mais on sait très bien que c'est des activités liées au terrorisme, ça. Là où nous sommes aujourd'hui, dans nos marchés, dans les lieux où il y a de fortes concentrations humaines, est-ce que nous sommes en sécurité aujourd'hui? Est-ce que depuis 2016, chacun n'observe pas que le gouvernement met davantage de moyens au service de la sécurité publique dans notre pays? Est-ce que chacun n'observe pas combien nos policiers, donc la police républicaine, sont davantage présents dans nos corridors, en circulant, en faisant des patrouilles régulières, parce qu'ils ont davantage de moyens? Est-ce que chacun n'observe pas la volonté du gouvernement de renforcer les effectifs à travers non seulement les recrutements passés sous le quinquennat 16-21, et à travers les nouveaux recrutements annoncés pour ce quinquennat dont les tout premiers ont été lancés? Du point de vue factuel, chacun voit donc qu'il y a une volonté, une disposition d'esprit du gouvernement et la mobilisation des ressources pour favoriser davantage de sécurité pour tous dans le pays. À telle enseigne que depuis 2017-2018, nous sommes cités champions de la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace communautaire. C'est parce qu'on œuvre à garantir la sécurité. Et sur ce plan-là, le gouvernement va continuer dans cette dynamique. C'est pour ça qu'il met davantage de ressources à la disposition des forces de défense et de sécurité pour renforcer leur équipement, leur logistique, mais aussi améliorer les conditions de vie pour fouetter leur morale. C'est l'ensemble de tout cela qui concourt à garantir donc la sécurité,
à l'intérieur du pays afin que les activités puissent continuer à se mener. Lorsque vous voyez des personnes suspectes, lorsque vous avez des activités suspectes, vous voyez un matin, vous vous levez au quartier, vous découvrez quelqu'un qui n'y était pas la veille ou l'avant-veille. Et vous observez que cette personne, sur des jours, est là. Et vous ne savez pas exactement ce qu'elle fait. Le devoir du citoyen, c'est d'informer les autorités, à commencer par le chef quartier qui, à son tour, saura vers quel niveau remonter cette information. Et cela n'est pas de la délation, c'est une contribution à la coproduction de la sécurité. Et il faut encourager nos compatriotes à s'investir aussi dans cette mission-là. Merci bien pour votre présence, pour vos diverses contributions, pour la qualité aussi de vos questions et préoccupations qui permettent de faire savoir ce que nous faisons dans le but de rassurer nos compatriotes de ce que la sécurité dans notre pays, c'est l'une des grandes priorités du gouvernement qui ne lésine pas sur les moyens qu'il met et qu'il mettra à la disposition des forces de défense et de sécurité au fin de leur créer les meilleures conditions de l'exercice de leur profession, mais aussi créer les conditions de garantir durablement cette paix et cette sécurité sur tout le territoire national. Je vous remercie.